Bienvenue dans un nouvel épisode de Un matin en Corée. Un matin, un invité, une perspective sur la Corée. Moi, c'est Alexandre et je suis en compagnie d'Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Alors aujourd'hui, on s'écarte un peu du milieu universitaire pour s'intéresser au domaine du journalisme. Et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Celio Fioretti, correspondant français pour plusieurs médias et qui vit actuellement à Séoul. Il va nous partager son expérience sur le terrain et nous donner son regard sur la manière dont il peut exercer son métier en Corée du Sud. Oui, être journaliste correspondant, ça veut dire recueillir des témoignages en langue coréenne, vérifier ses sources, hiérarchiser les informations et retenir les sujets qui vont être partagés avec la France. Ça veut dire aussi être confronté aux pratiques journalistiques en Corée du Sud, devoir contextualiser pour un public français. Bref, beaucoup de choses à aborder dans cet épisode. Eh ben très bien. Et si on passait à l'entretien, Alexandre? Allez, c'est parti. Jingle. Bonjour Celio. Bonjour. Permets-moi de te présenter. Donc, tu as fait une licence de sociologie à Aix-Marseille avant de faire un master en journalisme à l'école publique de journalisme de Tours. Et pendant ce master, tu as fait un échange universitaire pendant 1 an à l'université Sangkyungwan. Et ça fait depuis octobre 2022 que tu es correspondant en Corée du Sud pour RFI et La Croix. Et tu as aussi couvert des sujets assez variés de politique, sur différents enjeux sociétaux de la Corée du Sud, mais aussi de la Corée du Nord. C'est ça. Et donc en tant que correspondant ici, on travaille sur forcément les deux côtés de la péninsule. On peut pas aller au nord, malheureusement, ou du moins c'est très compliqué en ce moment. Donc on est forcé de travailler à distance sur ce qui touche à la Corée du Nord. Et par chance, évidemment, et aussi parce que c'est le travail, on travaille sur le terrain en Corée du Sud sur tout type de sujet, que ce soit de la société, de la culture, de la politique, évidemment. Moi, ma première question pour toi, Célio, ça serait comment est-ce que tu es devenu correspondant en Corée? Alors c'est assez rigolo, c'est pas forcément, je dirais, un parcours, on va dire, atypique, ou très, très manuel scolaire, on va dire, dans ce qu'on peut nous apprendre en formation à l'école de journalisme. Mais j'ai l'impression, en fait, en parlant avec d'autres correspondants, que il n'y a pas vraiment de manière, de voie toute tracée pour l'être. Moi, quand je suis arrivé, donc j'étais effectivement en échange. Je savais que je voulais travailler dans la région en Asie. Je savais pas forcément si la Corée, ça allait être l'endroit qui allait m'accueillir. Mais du moins, je m'étais dit, pendant mes études, en parallèle, je vais commencer à écrire, à proposer des sujets à des médias français. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un message juste pour prendre un café en fait avec un autre correspondant qui était là à ce moment-là, Nicolas Roca qui travaillait à RFI toujours, mais qui est rentré à Paris. Et je voulais juste savoir en fait comment ça fonctionnait parce que en fait j'avais la même question, comment on devient correspondant. Et il m'a dit en fait si tu veux, tu peux commencer avec moi, c'est-à-dire que tu peux me remplacer les week-ends quand j'ai envie de faire une pause. Et comme ça va te former et tu vas un peu apprendre, faire des contacts aussi avec d'autres rédactions françaises qui vont t'écouter à la radio, qui vont pouvoir te recommander, qui vont pouvoir te contacter s'ils ont besoin. Et en fait, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure. Alors au début, que avec RFI et de façon assez sporadique, les week-ends, les jours où Nicolas devait prendre une pause ou était trop occupé sur d'autres dossiers. Et en fait, voilà, après c'est La Croix qui m'a contacté et ça s'est fait au fur et à mesure. Ou quand j'avais un sujet où je le sentais bien pour un magazine, je les contactais eux. Et donc en fait voilà, pour devenir correspondant, il n'y a pas vraiment de voie toute tracée. On fait un peu, on bricole. Et comme on est assez peu nombreux, c'est aussi ça assez spécifique en Corée, on est très peu nombreux. Finalement, les médias sont toujours preneurs en fait d'un journaliste qui peut éclairer sur ce qui se passe ici. Et on se demandait aussi avec Antoine, donc tu as fait une licence de sociologie. En quoi cette licence a influencé ta carrière ou alors ton positionnement en tant que journaliste? Alors en fait, Si c'est le cas. ouais, bon, ça joue. En fait, c'est ce qui est
intéressant, je pense, dans la façon dont on forme les journalistes. Il y a plein de défauts sur la façon dont on forme les journalistes en France, mais il y a un côté que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, la plupart des écoles de journalisme sont des masters. Donc il faut obligatoirement, avant, avoir fait soit une prépa, soit une licence, dans un domaine qui n'est donc pas lié au journalisme. Donc certains peuvent faire de la communication, qui peut s'en rapprocher un peu, mais le plus souvent, ça va être des sciences sociales. Donc certains vont étudier l'histoire, l'économie, la sociologie. Et moi, la sociologie, ça m'avait intéressé quand j'étais au lycée, parce qu'on avait fait un petit peu de sociologie. À l'époque, c'est la filière ES, qui n'existe plus maintenant. Mais il y avait un peu de sociologie, et je m'étais dit que c'était pertinent dans la mesure où le journaliste, du moins comme je l'imaginais avant, mais je pense que c'est toujours le cas, c'est quelqu'un qui forcément est ancré dans la société et doit en parler, doit la décrire. Et aujourd'hui, je pense que ça m'aide, notamment quand on doit décrire des phénomènes de société forcément, mais aussi ça peut être politique ou culturel, de comprendre pourquoi les gens font telle chose et pas une autre, pourquoi ils pensent d'une telle façon et pas d'une autre. Et quand je couvre des manifestations, par exemple, je vais à la rencontre de Sud-Coréens, quelles que soient leurs opinions politiques, j'aime bien comprendre c'est quoi leur métier, d'où est-ce qu'ils viennent à la base. Peut-être qu'ils viennent d'une région qui vote plutôt d'un tel parti ou d'un autre, et ça pourrait expliquer pourquoi ils ont un attachement particulier à certaines idées, à certaines valeurs. Et je pense que ça, c'est de la sociologie un peu de surface, parce que je prétends pas être sociologue, loin de là, mais ça peut aider à mieux comprendre à qui on parle. D'accord, donc tu essayes quand même de déterminer un peu leur ancrage social, quoi. Je pense que si on veut faire un vrai travail, on va dire, qui ait une pertinence plus que seulement décrire ce qui se passe, pouvoir comprendre un peu les tendances de fond qui peuvent animer, je prends l'exemple de la politique, mais qui peuvent animer une certaine mouvance politique, soit la droite ou la gauche, comprendre pourquoi ces gens-là manifestent, il faut comprendre un peu d'où ils viennent. En guise d'introduction, j'avais dit que tu travailles pour La Croix et RFI. Donc en fait, tu travailles pour un journal, mais aussi pour une radio. Et en fait, je me demandais, est-ce que les sujets sont différemment traités, s'il y a des différences entre ces deux médias? Et aussi, tu couvres donc la Corée pour des médias français. Et si tu as déjà pensé à écrire des articles pour un média coréen? J'ai en tête, par exemple, KBS World, qui a aussi une page en français. Et d'ailleurs, j'avais vu aussi sur Internet que tu avais publié pour Korea Pro, donc un média anglophone. Alors, pour ce qui est des Français, entre les différences radio et presse écrite pour La Croix, en fait, c'est pas du tout la même approche. Pour ce qui est de la radio, on va être plus sur ce qu'on appelle du hard news, c'est-à-dire l'actu chaude, ce qui s'est passé aujourd'hui, peut-être ce qui s'est passé les 2 derniers jours, mais on va essayer d'être avec un rythme un peu plus effréné, on va dire, où on va vraiment réagir à chaud sur ce qui se passe. Il y a tel événement politique, telle sortie culturelle importante, on va en parler, et demain on parlera d'autre chose. C'est assez rare, enfin c'est moins fréquent qu'on fasse des sujets plus de fond, où on va aller interroger des gens, faire du reportage. Alors on en fait quand même, j'en ai fait quelques-uns. Voilà, on va plus être sur de la réaction, là où la presse écrite en fait est sur un temps un petit peu plus long, où on va plus se demander quel est l'intérêt en fait d'avoir quelqu'un sur place. Et l'intérêt d'avoir quelqu'un sur place pour des médias, c'est quelqu'un qui peut aller prendre le temps de se promener, je sais pas, dans les rues de Séoul ou sur un endroit en particulier en Corée, et un peu prendre la température de l'endroit, nous décrire un peu, nous peindre le paysage, de dire voilà, on se promène, on est dans tel village, il y a telle maison, on va rencontrer tel agriculteur pour parler de tel sujet. C'est quelque chose qui va plus nous parler du fond, des sujets de fond en Corée, parce qu'il y a une plus-value pour les médias de presse écrite à avoir quelqu'un sur place, où en fait c'est aussi basiquement une question d'argent. Envoyer quelqu'un depuis Paris jusqu'à Séoul, ça coûte cher. Avoir quelqu'un qui est là et qui peut prendre le temps de faire un beau reportage, c'est plus intéressant pour eux. Après, pour ce qui est des médias coréens ou anglophones, alors anglophone effectivement j'en ai fait quelques-uns pour Korea Pro. C'est pas mon cœur de métier, on va dire, parce que c'est de la presse anglophone. Mais je suis toujours content de travailler avec eux. C'est des gens que je connais très bien. C'est toujours intéressant aussi de voir leur point de vue, eux, parce que leur rédaction est composée beaucoup aussi de Coréens ou de gens qui sont là
depuis 15-20 ans, donc c'est des gens qui connaissent assez bien le pays. Et pour ce qui est des médias coréens, anglophones ou francophones comme KBS en français, j'ai fait quelques voix chez eux en fait au début quand j'étais étudiant, où pareil je ne savais pas comment commencer ma carrière de journaliste. Et j'ai vu que KBS prenait. J'ai fait peut-être un mois chez eux à juste faire de la voix. En fait, je lisais des textes qui traitaient de la Corée du Nord. Je pense que la façon dont les médias coréens travaillent et la façon dont les médias français travaillent est assez différente et pas forcément complémentaire. C'était quoi les différences que tu as remarquées? La manière de travailler pour les médias coréens, alors que ce soit des médias publics comme KBS ou les médias privés, hein, ça va être une manière de faire beaucoup moins, on va dire, on va aller moins sur le fond et plus sur la description factuelle de ce qui se passe, là où les médias français, du moins pour ce qui est de la correspondance à l'étranger, on essaie justement d'avoir un peu plus cette patte de dépeindre la société. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut décrire le travail de correspondant. C'est comment on va peindre une société. Alors, parfois on peut mal le faire, parfois on peut bien le faire, mais ça relève de la qualité du correspondant. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller creuser, de faire comprendre à des gens qui, à Paris ou n'importe où en France, ne connaissent soit que peu la Corée, soit pas du tout, essayer de leur faire comprendre un peu ce qui se passe, comment on vit, comment on évolue dans sa vie ici. Et les médias coréens, ils sont pas forcément là-dedans parce que forcément ils parlent à des Coréens qui connaissent la Corée parce qu'ils y vivent, mais aussi je pense que c'est une logique de faire du journalisme qui est assez différente. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on va beaucoup faire de la communication en fait au final. On va reprendre des informations, les écrire, peut-être les améliorer un petit peu en allant questionner deux trois personnes, mais on va pas non plus chercher de remettre en question forcément ce qui peut être présenté par les institutions ou par les entreprises ou par certains acteurs qui ont intérêt à parler de tel ou tel sujet. C'est pas un journalisme qui est connu pour son investigation, le journalisme coréen. C'est pas ils font des enquêtes, hein, ils en font quand même heureusement, mais ils n'ont pas cette culture, on va dire, cette tradition d'essayer de bouger, d'embêter ceux qui n'ont pas intérêt à être embêtés, on va dire. Comme tu l'as dit, en fait, le but d'un correspondant, c'est de rester dans le pays, de se balader, de faire connaissance avec des gens. Et tu nous as aussi parlé de l'importance de dépeindre la Corée en tant que journaliste. Et donc, forcément, il y a une question qui se pose assez naturellement, c'est comment faire face à la barrière de la langue. J'imagine avec ton année d'échange à Sangyungwan que tu as appris un peu à parler le coréen. Mais en fait, est-ce que ça a déjà été une barrière, la langue coréenne? Est-ce que tu fais tes interviews en coréen ou alors dans une autre langue? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est la barrière qui est encore plus dure en Asie où les langues sont quand même totalement différentes que ce qu'on pourrait avoir en Europe où finalement bon un correspondant en Espagne a plus de facilité à parler ou même en Amérique latine a plus de facilité à appréhender la langue et toutes les subtilités qu'elle peut avoir sur son terrain ou encore plus sur des pays anglophones où maintenant quand même en France les gens sont un peu plus habitués à parler anglais que sur des terrains asiatiques, soit le Japon, la Chine, la Corée ou le Vietnam, enfin peu importe, où c'est des langues totalement différentes des nôtres. C'est une grosse difficulté. Et en France, la plupart des correspondants pour des médias étrangers sont français, là où par exemple des médias anglophones ont plutôt recours en fait à des locaux. Le New York Times, la grande partie de leurs équipes à Séoul sont des Coréens anglophones. Donc forcément c'est plus facile parce qu'ils maîtrisent les deux langues, ils peuvent accéder à des terrains, des interviews beaucoup plus facilement que les Français. Nous on n'a pas cette culture-là, on va dire. Donc c'est forcément plus dur. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de travailler si on ne maîtrise pas le coréen parfaitement. J'ai fait 1 an et j'ai un peu continué aussi après de prendre des cours de coréen. Je peux avoir une discussion, on va dire, basique de tous les jours sans aller trop profondément non plus dans les détails, mais je peux le faire. Donc sur des sujets, on va dire, légers,
ou je vais simplement aller demander, je vais me promener dans un marché et demander l'avis sur tel événement aux gens dans le marché, ça je peux le faire, je comprends. Faire une interview avec un député sur des questions de politique assez techniques, ça je vais pas pouvoir le faire. Mais à ce moment-là, on a ce qu'on appelle des fixeurs, qui sont plus que des traducteurs, c'est vraiment l'idée d'une personne qui va nous accompagner, qui va à la fois nous aider dans les recherches parce qu'elle connaît la langue, elle connaît aussi peut-être elle a plus de contacts, elle sait où chercher, et qui une fois sur place, après avec la personne qu'on va interviewer, va nous aider à traduire. Et donc ça, c'est des choses qui sont à prendre en compte. C'est aussi une question de budget à faire valider par les médias, parce que forcément, une personne en plus, il faut la payer, et c'est important de le préciser. Donc il faut aussi valider avec le média en disant, j'ai tel sujet qui peut être intéressant, si ça vous va, ok, mais par contre, il faut mettre 100, 200 euros en plus pour que la personne qui m'aide soit rémunérée à sa juste valeur. Donc c'est pas forcément impossible, c'est toujours une petite question de négociation, mais quand le jeu en vaut la chandelle, les médias français payent parce que en fait ils ont tout intérêt à rémunérer la personne et au final avoir une chouette histoire à raconter. Et comment est-ce que toi tu choisis tes sujets? Déjà, est-ce que c'est toi qui les choisis? Est-ce que tu as une marge de manœuvre? Et si c'est toi qui les choisis, comment est-ce que tu décides ce qui fait actualité? Est-ce que par exemple tu te bases sur les actualités des médias coréens, quoi? Alors c'est on va dire 90% moi qui choisis les sujets, tout simplement parce qu'en fait mes rédacteurs en chef à Paris n'ont aucune conscience de ce qui se passe en Corée, sauf si voilà la Corée du Nord lance un missile sur Séoul, là je pense qu'ils seront au courant, mais en général ils ont d'autres chats à fouetter, et c'est normal. La Corée du Sud, même si c'est un pays qui fait parler de lui de plus en plus, c'est quand même on va dire un pays de troisième zone, on va dire, sur l'ordre d'importance pour les médias. En priorité, c'est les pays européens, les États-Unis, la Chine, la Russie. Les pays d'Asie autres sont moins importants. Donc, c'est plus à moi, en fait, de justement, toujours dans cette idée de dépeindre une société, de moi, lire la presse tous les jours et me dire, tiens, il y a une tendance qui monte. Je vois, ça fait quelques semaines qu'on parle de tel ou tel sujet. Ça peut valoir le coup. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'une tendance qui se forme, quelque chose qui vraiment est important aux yeux des Coréens, vu comment ils en parlent, et ça peut valoir le coup d'en parler. Après, pour déterminer ce qui est un sujet bon pour les médias français, c'est pas forcément en fait les sujets qui intéressent les Coréens. C'est logique parce que les Coréens ils vont s'intéresser forcément, par exemple, à leur politique, c'est normal, ça les concerne directement. Les Français, la politique coréenne, mis à part cas de force majeure comme il s'est passé récemment, la politique coréenne, ça les touche que très peu. Donc on va pas forcément parler de ça, mais on va parler des sujets qui ont soit un intérêt, on va dire un intérêt miroir. Par exemple, si on parle de violence en manifestation, comme j'ai pu le faire récemment, en France, on connaît le phénomène. En Corée, comment ça se passe? Ça peut être intéressant pour des médias français de savoir quelque chose qui se passe en France, comment c'est vécu, comment les Coréens le voient quand ça arrive chez eux. Ça peut être un sujet où forcément la France est liée. Si une entreprise française fait un super contrat avec une entreprise coréenne, on va en parler parce que ça concerne les Français. Et sinon, ça peut être des sujets où on va un peu titiller la curiosité des lecteurs français ou des auditeurs français. Alors j'aime pas trop le mot et j'aime pas trop le faire non plus, c'est sur les sujets un peu insolites. On voit beaucoup ça par exemple au Japon. On va dire, ça va toujours être un peu représenté en disant ah tiens le Japon, ce pays un peu bizarre qui fait des trucs bizarres. Je pense que c'est pas une bonne manière de décrire un pays, mais on peut comprendre l'intérêt d'aller chercher des sujets insolites ou du moins qu'on ne connaît pas mais qui sont une réalité ici. Quand j'ai fait un de mes premiers sujets pour la Croix, c'était sur les boîtes à bébés. Truc qui n'existe quasiment pas ou plus en France, mais qui ici est une réalité, parce qu'en fait derrière, au-delà de ces boîtes à bébés, ce qu'on parle, c'est en fait des problèmes des mères qui accouchent et qui n'ont pas de mari, toute une question de tabou sociétal là-dessus. Donc en fait, voilà, partir d'un truc qui peut un peu titiller la curiosité, on se dit tiens, qu'est-ce que c'est une boîte à bébé? En fait derrière, on peut parler d'un vrai sujet de fond,
qui aide vraiment à comprendre la mentalité et la société coréenne. Tu as parlé d'ordre d'importance un peu dans l'intérêt que les médias français ont des différents pays. Qu'est-ce qui détermine cet ordre? C'est vraiment le ressenti des rédacteurs-chefs de manière générale? Ouais, alors il y a de ça, mais je dirais que c'est surtout des traditions en fait qu'on a en Europe. Du moins, on va commencer. Voilà. On va dire en numéro un, ce qui intéresse les médias français, c'est ce qui se passe en Europe, mais pas n'importe où en Europe, parce que la Slovaquie, ça les intéresse pas beaucoup. Mais ce qui se passe en Allemagne, ça les intéresse. Ce qui se passe en Espagne, ça les intéresse. En Angleterre, ça les intéresse. Ce qui se passe aux États-Unis aussi, parce que c'est première puissance mondiale, un grand partenaire économique, stratégique de la France, donc ça, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Ça, pour moi, ça coule un peu de source parce que c'est soit des voisins directs, soit des gens avec qui on a beaucoup d'intérêts communs. Après, il y a forcément l'autre penchant, c'est on va dire les ennemis ou les rivaux qui sont la Russie et la Chine. Alors, la Russie d'autant plus maintenant qu'il y a la guerre, mais sur la Chine, on va s'intéresser à dire bah, tiens voilà, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur projet, leur quotidien aussi, de comprendre comment les Chinois vivent. Et après, il y a en fait tous les pays autres qui ne sont pas forcément d'intérêt majeur, sauf en cas de crise. Par exemple, même en Afrique, qui est pourtant un des cœurs de l'intérêt français de par l'histoire commune qu'on a, on va pas forcément parler du Burkina Faso tous les jours, sauf si il y a malheureusement une guerre ou un drame qui s'y passe. Et c'est un peu pareil pour l'Asie. Alors il y a pour la Corée du Sud, on a l'intérêt culturel qui grossit parce que ce soit la musique, les films, les séries ou même la littérature maintenant, il y a un intérêt français croissant pour ça, mais on va pas non plus parler de chaque sortie littéraire comme on pourrait le faire sur un grand auteur américain qui publie régulièrement. Donc je dirais, on est un peu en troisième zone de ces pays qui sont intéressants, mais pas non plus super attractifs pour que les médias en parlent tous les jours. Oui, c'est intéressant ce côté. La Corée du Sud gagne en soft power, et donc du coup, en fait, on va plus s'intéresser aux actualités en Corée, c'est ça? Oui, c'est ça, et on le voit. Je parle à des collègues qui sont là depuis, on va dire, 10 ans ou un peu moins. Il y a une grosse différence dans la manière dont on va traiter la Corée. Il faut dire, il y a 10, 15 ans, les gens ne savaient pas forcément la mettre sur une carte, ou ne savaient pas vraiment, en fait, à quoi ressemblait la culture coréenne. Aujourd'hui, on a un peu plus l'idée, justement parce qu'il y a eu ces produits culturels qui sont massivement exportés, la musique, les films, la littérature, etc., où maintenant les gens ont un peu plus conscience de ne serait-ce à quoi ressemble un Sud-Coréen, tout simplement, et quels produits culturels viennent de là-bas, et ça a aidé parce que, alors au début c'était beaucoup, tiens, la K-pop, qu'est-ce que c'est, avec Gangnam Style, qui a énormément joué, hein, on va pas se mentir. Donc au début on traînait beaucoup sur des sujets culturels, mais en fait, en parlant de sujets culturels, on peut essayer de tirer la couverture, on va dire, sur des sujets qui amènent au fond. Parce que la culture, c'est sympa, hein, c'est des albums qui se vendent bien, etc. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, c'est là-dessus que je pense qu'il a été intéressant pour mes prédécesseurs, parce que je suis arrivé après ça, même si je continue toujours à le faire, de dire, ben, tiens, regardez, cet acteur-là a fait ça, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Quel sujet de fond on peut amener qui va un peu plus nous parler, non pas de la culture, mais enfin de la culture en étant en tant qu'objet, mais de la culture la culture coréenne au sens large, la société coréenne, comment on va amener voilà l'un à l'autre pour non pas seulement juste dire ah, regardez Gangnam Style ça a fait 14 milliards de vues, je sais pas combien. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? C'est quoi le message en fait qui est derrière cette chanson-là? Pour intéresser un peu plus au-delà que du factuel et qui peut être un peu ennuyeux à la longue. D'ailleurs, on peut le voir par exemple avec un de tes articles que tu avais publié en décembre 2023 sur la mort de Lee Sung-gun, donc l'acteur dans le film Parasite qui avait été oscarisé.
Et justement, dans cet article, en fait, tu parles de ce fait, de la mort de cet acteur, pour ensuite enchaîner et analyser la situation de la drogue en Corée du Sud. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, euh, c'est un acteur qui forcément a été connu à l'étranger de par le film. Et donc forcément, quand un acteur connu dans un film oscarisé décède, les Français s'interrogent en disant bah tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et on me demande juste au début de raconter, voilà, un peu de faire pas une nécrologie, mais juste de raconter voilà, cet acteur-là est décédé. Mais en fait, ce qui est intéressant derrière ce drame, c'est toute la question en fait du rapport de la Corée à la drogue. Et là encore, voilà, cette idée d'un sujet culturel, ramener la couverture à un sujet de société, en disant, ben, regardez, en fait, il y a un vrai sujet de fond au-delà du drame. C'est un pays qui, on va dire entre guillemets, découvre la drogue dans le sens où elle est peut-être un peu plus accessible, mais aussi qui, on va dire, qui peut avoir ses craintes que la France ne connaît pas ou ne connaît plus, parce que les dimensions, l'échelle du problème de la drogue en Corée et en France sont radicalement différents. Et, et dans cet article-là, je parle notamment de comment les médias traitent le sujet, parce que ici, les médias coréens ont parlé de la drogue. C'était pendant un mois le sujet de fond, et le gouvernement a bien joué là-dessus aussi, pour communiquer, mais comprendre en fait comment les médias coréens, comment le gouvernement parle de la drogue, et comment des gens dont c'est le métier, que ce soit des juristes, des experts, des chercheurs qui travaillent là-dessus, comment eux ils en parlent, et comprendre en fait les différences qu'il y a entre la perception des Coréens de ce qu'est l'usage et le trafic de drogue et ce qu'en font en fait des experts, comment ils le perçoivent. C'est intéressant, je pense, en Corée, et c'est pour ça que j'ai préféré en parler plutôt que rester simplement sur le sujet culturel du décès de Lee Sung-kyun, parce que au final, c'est un drame, c'est intéressant en soi, mais si on va plus loin, c'est encore plus intéressant. Tu nous parles beaucoup depuis tout à l'heure de l'idée de faire venir des sujets de fond par l'actualité. Toi, dans tes articles, tu fais souvent intervenir des chercheurs. Qu'est-ce que eux ils t'apportent et comment est-ce que tu les choisis? Alors, qu'est-ce que ça apporte un chercheur? Je pense que c'est toujours mieux que simplement avoir c'est intéressant d'avoir le regard, le point de vue on va dire du badaud dans la rue. C'est intéressant pour un peu voir la température de l'opinion générale. Mais avoir un chercheur, c'est bien pour remettre des choses dans leur contexte, pour prendre un pas de côté, un pas de recul, pour se dire, encore une fois, voilà, les gens pensent cela, mais d'après des faits, d'après des études empiriques, c'est ça qu'on attend d'un chercheur, quelle est la réalité? Et souvent, c'est intéressant aussi pour avoir une remise en contexte sur un phénomène qui aujourd'hui fait parler, mais si on le regarde sur un point de vue plus historique, comment ce phénomène-là est arrivé depuis 15-20 ans, ou comment ça s'est déjà passé au préalable, et permet de comprendre en fait la relation qu'ont les Coréens avec un événement en particulier. Ça, je pense que c'est intéressant parce que toujours dans cette idée de dépeindre la société, avoir un chercheur qui nous dit voilà, en fait, cette tendance-là, elle existe depuis 30 ans, ça permet de mettre en perspective, de dire, en fait, la société coréenne est traversée depuis 30 ans par ce phénomène. Aujourd'hui, il émerge et on le voit de plus en plus, mais en fait, c'est quelque chose de sous-jacent. Ça permet de comprendre un peu plus comment la société fonctionne. Après, pour comment on trouve les chercheurs, ça, c'est un travail de longue haleine. C'est beaucoup de réseaux, en fait, au final. Et on va, alors, soit regarder des publications scientifiques, comme elles sont parfois en coréen, ça peut être compliqué. Donc, on va regarder celles qui sont en anglais. On va regarder aussi ce qui a déjà été fait sur le sujet, avec d'autres journaux coréens, où des fois, ils vont interroger un chercheur. On va dire, tiens, lui, son point de vue me paraît intéressant. Je vais essayer de le contacter. Ou parfois, c'est des gens qu'on croise dans des conférences, dans des rencontres entre journalistes et un institut de recherche sur tel sujet, ou un ministère qui amène des chercheurs pour nous parler de tel sujet. On peut prendre contact avec eux et se dire, tiens,
Celui-là, il me parle de semi-conducteurs, qui est un sujet vachement intéressant. Avoir un chercheur qui m'explique un peu plus comment ça marche, hop, j'ajoute à ma liste de contacts. Et le jour où j'ai besoin de lui, je fais appel à lui ou à elle. En restant dans ce thème du travail journalistique, je me demandais aussi s'il y avait des difficultés en particulier à être journaliste en Corée du Sud, par exemple au niveau de l'accréditation, au niveau pour approcher des sources et ainsi de suite, et aussi si tes conditions de travail en tant que journaliste étranger en Corée du Sud ont changé depuis les événements récents avec la loi martiale et tout ce qui s'est passé ensuite. Alors, pour ce qui est du travail de journaliste en général, oui, il y a certaines difficultés qui sont en fait inhérentes au fait de faire du journalisme en Corée, que ce soit pour des journalistes coréens ou français ou autres. C'est en fait la question des difficultés à accéder aux sources, notamment gouvernementales. Pour les journalistes coréens, mais c'est un peu le cas aussi pour les journalistes étrangers, il y a tout le système des clubs de presse, qui n'existe pas vraiment ailleurs dans le monde. Je crois que c'est vraiment que au Japon et en Corée que ça existe. Où en fait, par exemple, en ce moment, on suit le procès du président à la Cour constitutionnelle. Eh bien, pour aller à l'intérieur de la Cour et suivre le procès, il faut être membre du club des journalistes de la justice. Et si on fait pas partie de ça, ben en fait, on peut pas rentrer tout simplement. Et comment ça fonctionne ces clubs-là? Ben, c'est géré par des journalistes et c'est en fait un espèce d'entre-soi où il faut être parrainé par l'ensemble des journalistes déjà présents dans le club, payer un petit supplément et ensuite on peut rentrer. Ce qui s'est passé, c'est que d'habitude la Cour constitutionnelle, ça attire pas grand monde parce que c'est des trucs un peu barbants et c'est pas non plus super brûlant comme actualité. Mais là, ça l'est. Donc beaucoup de médias veulent y aller, et les journalistes à l'intérieur bloquent en fait et ne laissent pas les autres rentrer, ce qui en fait limite qui a accès à l'information et qui peut faire de l'information. Et ça c'est le cas dans en fait toutes les branches institutionnelles, que ce soit les ministères, les institutions juridiques ou autres. Si on n'est pas dans le club, on peut pas y aller. C'est un peu moins le cas pour les journalistes étrangers, mais on a quand même un club de journalistes étrangers qui s'appelle le SFCC, le club des correspondants étrangers à Séoul. Et c'est vrai que si on n'est pas là-dedans, eh ben on est vachement limité sur à qui on va pouvoir parler, à quels événements on va pouvoir participer, parce que des fois il y a des événements organisés, une visite de tel ministre à tel endroit. Ben, si on n'est pas dans le club, on peut pas y aller. Donc ça c'est une chose. Et après, même à l'intérieur du club, moyennant une petite participation financière, parce qu'il faut le payer quand même, même à l'intérieur, en fait, une conférence de presse avec des ministres coréens ne garantit pas qu'on vous réponde aux questions, même pas une question de réponse honnête sans langue de bois, parce que ça, c'est le métier c'est leur partie du jeu. Tu vois. Nous, on pose des questions, ils nous répondent honnêtement ou non, c'est le jeu. Mais c'est arrivé plein de fois où, en fait, ils refusent directement des questions en conférence de presse, ce qui est moins le cas, je trouve, en France, pour avoir un peu quand même pratiqué avant. En France, on va peut-être vous tourner autour du pot et vous faire comprendre que la question n'est pas forcément la bienvenue, mais on va vous faire semblant de répondre. Et ici, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on évite totalement et qu'on déclare la conférence terminée avant même que les gens puissent poser des questions, ce qui à chaque fois provoque un tollé, mais en fait, on peut rien faire parce que le ministre il fait comme il veut et la Corée n'est pas un endroit où on va se plaindre directement au ministre de ce qu'il a fait. Donc il y a de ça qui peut être frustrant parfois, et aussi tout simplement les gens ont du mal, même en dehors des ministres ou des politiques ou quoi, hein, les gens en général en Corée n'ont pas forcément l'habitude de donner leur opinion personnelle sur des sujets, et on va préférer donner des opinions générales mais pas personnelles, c'est pas sur une question de politique ou même une question de société. Hein. Que pensez-vous de telle loi? Que pensez-vous de tel phénomène? Les gens sont très précautionneux et vont pas dire leur avis, ce qui peut être un peu frustrant parce que des fois on a envie de savoir mais qu'est-ce que les gens pensent en fait? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Les gens vont pas forcément le dire, ça peut être un frein, alors qu'en France, on va dans n'importe quelle rue, on demande vous en pensez quoi? Il y a 30 personnes qui viennent, vous racontez
beaucoup, beaucoup de n'importe quoi, mais au moins ils vous racontent quelque chose. Ici, c'est assez compliqué. Et après, sur la deuxième partie de la question, sur est-ce que ça a changé depuis la tentative d'imposer la loi martiale, etc. Pour les journalistes étrangers, je trouve, non. Il y a eu de la violence, mais pas non plus excessivement comme on peut le voir en France. Alors c'est rigolo, parce que j'ai des collègues coréens qui ont été très surpris et choqués de la violence, et je leur ai envie de dire, mais moi, la dernière manifestation en France où ça sentait pas le cramé, je m'en souviens pas. Donc, on n'est pas sur la même échelle, mais c'est rigolo à observer les différences d'habitude. Moi, je me sens pas en insécurité, je fais attention, mais comme toujours, hein, à être pas au milieu d'une foule agitée, parce que ne serait-ce que physiquement, une foule agitée, ça peut te bousculer et te faire tomber par terre. Mais les gens sont pas forcément agressifs. Ils le sont sur les journalistes coréens, ça oui, surtout l'extrême droite coréenne est très agressive envers les journalistes, on va dire de gauche, donc NBC, KBS, GTBC. Mais les journalistes étrangers, ils nous voient un peu comme des hurluberlus. Ils savent pas trop ce qu'on fait là, ils sont contents de nous voir quand même parce qu'ils ont l'impression qu'on parle d'eux. Mais dans les faits, ils vont pas nous embêter plus que ça. Même la police a quand même conscience de... forcément, les télés, les radios, les journaux du monde entier sont intéressés par la Corée, et la police le sait, et nous laisse travailler sans trop de problèmes. Dans un de tes articles, tu parles du déclin démocratique de la Corée et tu parles de la campagne de lutte contre les fake news de l'ancien président Yoon. Donc tu cites voilà le fait qu'il a fait 11 poursuites pour diffamation envers des journalistes, que les locaux et les domiciles de journalistes de Newstapa et de JTBC avaient été perquisitionnés. Est-ce que toi, tu as déjà ressenti concrètement dans ton travail que ta liberté d'informer en tant que journaliste était empiétée? Je dirais que c'est pas aussi direct que les journalistes coréens qui effectivement se font perquisitionner ou violenter ou attaquer en justice. Je dirais que c'est un peu plus pernicieux, et en même temps ils peuvent moins nous embêter parce qu'on est étranger, parce que ça, on peut aller se plaindre à l'ambassade et après ça fait un différend diplomatique qui est agréable pour personne. Mais parfois ils peuvent nous faire comprendre qu'on n'est pas les bienvenus. Alors ça peut être voilà, nous retirer notre accréditation au groupe des journalistes autorisés à suivre le président, par exemple. Ça m'est pas arrivé personnellement, mais j'ai des collègues à qui c'est arrivé. Ça peut être tout simplement le fait qu'on va gentiment vous dire que on n'a pas envie de vous répondre et qu'on vous répondra dans tous les cas jamais. Parce que on estime que on n'a pas envie de parler de ça à des étrangers. Après, moi personnellement, j'ai jamais eu de problème. Je sais que les gens me lisent, parce qu'ils me l'ont déjà dit ouvertement dans certains ministères. On m'a dit oui, on sait très bien ce que vous faites, et ouais, ils n'ont pas forcément commenté plus que ça, mais je sais qu'ils lisent. Mais bon, je me dis que ça fait partie de leur travail de savoir ce que je raconte sur eux. Mais par exemple, quand j'ai fait ma demande de visa presse, parce que c'est le visa que j'ai actuellement pour rester ici, c'est un visa presse, dans le cadre de mon travail, on m'a demandé, ce qui n'est pas normalement dans les règles du bureau de l'immigration, on m'a demandé tous mes articles précédemment écrits. Et je leur ai précisé, mais pourquoi vous le voulez? Parce que c'est pas marqué, enfin c'est marqué nulle part qu'il vous les faut. Et on m'a répondu, ça vous aidera si vous le faites, et on préfère savoir à qui on a affaire. Donc bon, c'est un peu une façon de vous dire indirectement, si ce que vous écrivez ne nous plaît pas, votre visa il va être plus compliqué à avoir. Bon, heureusement, même je reste critique du gouvernement ou de tout autre aspect de la Corée tant que c'est pertinent de le faire. Ils m'ont pas embêté là-dessus, mais c'est une possibilité qui pourrait arriver en fait. C'est juste une carte qu'ils n'ont pas encore jouée, mais on ne sait jamais. Un jour, ça pourrait tomber. Donc on a vu ces dernières années sur les réseaux sociaux plusieurs influenceurs qui ont fait des reportages sur la Corée du Sud, mais aussi même certains youtubeurs qui ont vraiment buzzé en faisant des vidéos où ils allaient en Corée du Nord.
Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que journaliste? Est-ce que c'est une relation de compétition avec ces réseaux? Est-ce que vous les voyez vraiment comme une nouvelle manière de faire ce métier de journaliste? Est-ce que ta méthodologie aussi est différente par rapport à eux, ce que eux ils font? Je pense que c'est pas une relation forcément de compétition. Ça peut être complémentaire dans une certaine mesure, dans la mesure où ils vont parler de choses qui n'ont pas forcément leur place dans les journaux, dans les radios, dans les télés, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a d'autres sujets qui ont une importance aux yeux de la rédaction plus importante, enfin plus forte. Euh, donc ça peut être bien d'un certain sens, mais il y a des écueils à éviter et parfois malheureusement ils tombent là-dedans. Déjà tout le côté sensationnel. Alors même si les journaux, la presse traditionnelle peut être sensationnelle hein, à certains égards, il y a quand même des garde-fous qu'on essaie d'éviter. Là où en fait il y en a pas sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Donc il faut toujours penser qu'il y a une certaine rigueur de travail, une certaine méthode de travail propre au journalisme, qui n'est pas juste de montrer des choses n'importe comment, de raconter n'importe quoi sur n'importe quel sujet. On attend de nous, et les gens qui nous font confiance, qui nous lisent, qui nous écoutent, qui nous regardent, attendent une certaine qualité d'information, qu'on raconte des choses vérifiées, des choses vraies, factuelles, qu'on ne déforme pas la réalité pour la faire entrer dans une théorie qu'on aimerait passer. Donc il y a cet écueil-là à éviter et même aussi sur la méthode de travail avec les gens, nos sources qui vont nous raconter des informations, que ce soit en Corée du Nord ou ailleurs. Il faut prendre des précautions parce que certains sujets sensibles peuvent avoir des répercussions après sur la vie des gens qui nous parlent. Parce que si on prend une personne en vidéo qui nous raconte quelque chose qui pourrait la mettre en danger, c'est notamment le cas en Corée du Nord, mais ça peut l'être ailleurs. Par exemple en Corée du Sud, des féministes qui peuvent se faire harceler parce qu'elles parlent de leur vécu ou de leurs idées. Ben, une fois que la vidéo, nous on l'a filmée, c'est bon, elle est sur les réseaux sociaux, mais la personne, elle continue de vivre. Donc si sa tête est affichée en 4K sur YouTube avec son nom et son quartier, etc., on peut la reconnaître et la retrouver facilement. Et elle va pas être contente après, parce que des gens peuvent la harceler, venir la voir, etc. Donc il y a ça qu'il faut faire attention, et parfois ça a été des erreurs que des youtubeurs ont pu commettre. Donc souvent on entend dire que aujourd'hui n'importe qui peut être journaliste. C'est vrai et c'est pas vrai. Effectivement, tout le monde peut avoir un compte Twitter, une chaîne YouTube, écrire un blog, partager des photos, etc. Raconter des histoires. Oui, tout le monde peut le faire. Ça veut pas dire que tout le monde peut être un bon journaliste. On a tous les outils pour le faire. On peut pas tous prétendre au titre de journaliste entre guillemets, parce que voilà, il y a cette rigueur, ces attentes, cette confiance qu'on place dans la personne du journaliste. On s'attend à ce qu'il nous raconte quelque chose de vérifié, de bien travaillé. C'est pas juste en écrivant ce qu'on voit en bas de chez soi que ça fait de nous un journaliste. Il y a une méthode de travail à respecter et là-dessus c'est une des grosses différences qu'il y a entre un journaliste et un youtubeur. Ça veut pas dire que on est en guerre les uns contre les autres. Il y a des youtubeurs qui se font aider sur leur projet par des journalistes pour aider à la rédaction, à la recherche. Et c'est toujours une collaboration qui est la bienvenue. Moi, ça ne m'est jamais encore arrivé. Mais voilà, si un jour un youtubeur vient me voir et me demande bah, je veux faire un reportage en Corée du Sud sur tel sujet, est-ce que tu peux m'aider à éviter des écueils c'est avec grand plaisir parce que la qualité sera forcément mieux pour le public après et c'est dans l'intérêt général de s'entraider pour avoir une meilleure qualité. Donc tu nous as parlé de la nécessité de vérifier les informations. Comment est-ce que toi tu fais pour vérifier tes informations puisque tu es sur, comparé à la recherche, tu es sur un temps qui est beaucoup plus court. Nous, on a des mois, voire même des années pour aller à nos sources, les vérifier, les revérifier. Toi, tu es sur des temps beaucoup plus courts. Ouais, effectivement, et c'est ce qui explique qu'il peut y avoir des erreurs qui se glissent parfois dans les articles et on essaie de les éviter du mieux qu'on peut. Hein. On bâcle pas notre travail. Euh, pour éviter ça, alors ça peut être, il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, une façon assez très basique, mais
quelqu'un va nous dire une information, il faut que d'autres personnes nous la disent également. S'il y a 2-3 personnes qui corroborent la même information, on peut se dire que elle est potentiellement fiable. Il y a toujours une marge d'erreur, mais plus il y a de monde qui nous l'a dit, plus on se dit que c'est probable. Donc il y a ça, pour ce qui est des interviews par exemple. Après, sur des chiffres, sur des données, c'est là justement que le travail des chercheurs est intéressant. Parce qu'en général, des études ont déjà été faites sur des sujets qui touchent au cœur de l'article, à ces données-là. Donc on peut aller se référer à des études qui ont été faites. En général, les études publiées dans des revues scientifiques sont relues, sont vérifiées. Donc on peut se dire que c'est factuel. On peut faire confiance à ces travaux de recherche. Et ensuite, encore une fois, c'est aller poser directement la question à un chercheur qui a travaillé sur le domaine. Ça peut être, voilà, il n'a pas encore sorti d'études sur ce sujet-là en particulier, mais il le connaît assez bien pour nous en parler et y mettre les précautions nécessaires. Après, sur des temps extrêmement rapides, par exemple, où je prends exemple la nuit où il y a eu la loi martiale en Corée du Sud, tout de suite, moi à Paris, on m'a appelé, on m'a dit qu'est-ce qui se passe, raconte-nous. Moi j'étais au bar avec des amis en fait à ce moment-là, donc j'avais aucune idée de ce qui se passait. Donc je suis sorti et j'aurais dit là écoutez, je suis comme vous, je suis dans le flou. Et, honnêtement, ce soir-là, tout le monde était dans le flou. Mais du coup c'est compliqué parce que nous on nous demande d'expliquer tout ce qui se passe, de comprendre tous les enjeux, les tenants, les aboutissants, sans que nous on ait conscience de ce qui est en train de se passer. Donc j'aurais dit en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste vous décrire ce que moi je vois, ce que j'entends de mes collègues qui sont des collègues journalistes qui sont aussi à d'autres endroits de Séoul, pour essayer de se dire voilà, j'en ai vu 2 qui ont vu des camions de l'armée à tel endroit, donc on sait qu'il y a potentiellement l'armée qui est sur le coup. Moi, pareil, je voyais des hélicoptères passer. Bon, ok, on voit que il y a un dispositif militaire qui est mis en place. Donc, je sais pas à quoi ça sert, je sais pas quelle est la finalité d'avoir des hélicoptères et des camions, mais ils sont là. Donc, on peut juste se limiter à ce qu'on voit, aux faits. Voilà, l'armée fait quelque chose. Et ensuite, je suis allé me déplacer, etc. J'ai parlé aux gens, et c'est au fur et à mesure de la nuit, et en fait, même quand je me suis couché à 4h du matin, j'en savais pas vraiment plus que ce que je savais à 23h. Mais au moins, j'ai pu comprendre un peu ce qui se passait. Et sur des temps extrêmement courts comme ça, où c'est dans l'urgence, où on me dit, là, il faut que tu sois dans 10 minutes à l'antenne à nous raconter ce qui se passe, il faut en fait nous-mêmes se dire, je ne peux pas tout savoir, et au lieu de dire une bêtise, je vais me limiter à ce que je sais. Et en fait, les gens sont quand même très contents de ça, parce que dans ces moments-là, oui, on veut comprendre ce qui se passe, mais finalement, on aura le temps plus tard d'expliquer dans le détail. Là, ce qu'on veut, c'est juste comprendre ce qui se passe là où je suis, et j'ai pas besoin d'inventer ou de prendre des risques à raconter des bêtises pour faire vivre l'événement, quoi. D'ailleurs, rien que ça, en fait, relater les faits, c'est très important, parce que je me souviens lors de l'imposition de la loi martiale, donc c'était vers 11h du soir, ça a continué vers minuit, 1, 2, 3h du matin. Il y avait énormément de posts sur les réseaux sociaux qui montraient des camions de l'armée à différents endroits dans Séoul, dont Yeouido, alors qu'en fait, après vérification, c'était des photos qui dataient d'il y a plusieurs années. Et on le voyait parce qu'il y avait des arbres qui avaient des fleurs, ou alors il y avait de la neige alors qu'il n'avait pas neigé ces derniers jours. Donc en fait, rien que ça, c'est quand même un travail primordial et très important. Ouais, il y a de ça, et puis en fait, même voilà, aujourd'hui avec les images, et encore plus avec l'intelligence artificielle, etc., qui peut nous créer des choses de toutes pièces, il faut vraiment faire attention à ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et moi, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, on va dire de confiance, que j'estime être de confiance. Voilà, je sais que j'ai tel collègue, voilà, il vit pas très loin de cet endroit. S'il prend une photo de son balcon, je me dis pas, il l'a inventé. Donc, si je vois quelque chose passer, voilà, qui me dit il y a des camions à Yeouido, je vais demander à des gens qui sont dans le coin de me dire va voir à tel croisement de rue, est-ce qu'il y a vraiment un camion ou pas.
Et ces personnes-là, bon, tout le monde était réveillé à ce moment-là, heureusement, peuvent me dire, en fait non, je vois personne. Et à ce moment-là, on sait. Après, des fois, ces personnes-là ne peuvent pas être présentes et nous raconter ce qu'elles, elles voient sans que je sois là. À ce moment-là, on dit, écoute, laisse tomber, c'est pas grave, on va juste pas parler de ça parce qu'on est vraiment pas sûr de l'info. Et vaut mieux ne rien dire que dire une bêtise. En guise de conclusion, est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple, aux étudiants ou à des personnes qui aimeraient devenir journalistes en Corée, ou à l'étranger d'ailleurs? Et aussi, selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour devenir journaliste? Je dirais qu'en fait, la réponse peut aller pour les deux à la fois, parce qu'un journaliste en Corée ou un journaliste en France ou au Cameroun ou au Mexique, finalement, ça reste un journaliste. Hein. Peu importe le terrain qu'il couvre, c'est les mêmes qualités qu'on attend. Et ce qu'on attend vraiment, c'est de la curiosité. En fait, dans un premier temps, un journaliste, c'est quelqu'un de curieux. C'est quelqu'un qui va pas juste se limiter à ses centres d'intérêt. Si on aime la musique, on va pas seulement parler de musique. Si on aime la politique, on va pas seulement parler de politique. Il faut vraiment aller creuser partout. Voilà, c'est un peu avoir ce flair de curiosité qui nous dit, ce sujet-là peut valoir le coup et je vais m'y intéresser alors que j'y connais rien du tout, mais je vais aller demander à des gens qui savent mieux que moi et rapporter leurs paroles, rapporter les faits qui se passent, avoir cette curiosité-là d'aller sur des terrains où les gens n'y vont pas forcément pour raconter des histoires qu'on n'a pas encore entendues. Et, après, une fois qu'on a fait ce premier pas de curiosité, avoir la rigueur derrière, de raconter les choses honnêtement, factuellement, et voilà, de ne pas prendre les gens à qui on parle pour des idiots, ni en fait nos lecteurs, voilà, que ce soit nos sources qui nous racontent quelque chose ou les gens qui nous lisent derrière. Nous, on est un chaînon sur cette chaîne en fait d'informations qui circulent. Et il faut respecter en fait les deux côtés. Il faut respecter les gens qui ont pris de leur temps et qui nous accordent leur confiance pour les écouter, et de l'autre les gens qui nous accordent leur confiance pour qu'on leur raconte des choses vraies, des choses intéressantes, des choses qui peuvent les informer et leur faire un meilleur jugement d'un pays, d'une situation, d'un événement. Donc voilà, de la curiosité et une bonne dose de rigueur pour bien travailler. De la rigueur. Eh bien, merci Célio. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un matin en Corée, votre podcast mensuel sur la Corée, en partenariat avec le club de réflexion et de recherche sur la Corée et en collaboration avec l'atelier des cahiers. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à bientôt.